Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Search, il est réalisé par Michel Hazanavicius et il est sorti au cinéma le 26 novembre 2014. Ce qui me permet de dire que dans la série À voir, je vais aborder des films en général qui ont dépassé l'année, mais pas beaucoup plus. J'aurais pu le mettre dans un A-show, The Search, mais bon, vu qu'il est sorti quand même en 2014, je pensais qu'il était sorti plus récemment, mais il est sorti en 2014. Je le mets dans À voir, voilà. Donc c'est pour vous donner une échelle d'idée, dans la série À voir, je peux faire un peu ce que je veux en termes de période. Et je l'ai vu en DVD en version française. Alors c'est peut-être un problème si vous l'avez vu ce film, parce que je pense qu'il a été tourné en version, je ne pense pas, c'est sûr, il a été tourné en version américaine, et ensuite il a été redoublé. Donc il est possible que certaines choses que j'ai perçues, notamment dans le jeu d'acteur, et je m'expliquerai plus tard, est peut-être biaisé par ça. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc The Search, c'était le dernier film, en 2014, de Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius, c'est notamment le réalisateur qui s'est fait connaître avec les OSS 117, notamment avec le premier, Le Carnet d'Espion, et avec l'énorme succès de sa suite, Rio ne répond plus. Je fais tout de suite un petit break sur ces films-là, parce que c'est vraiment deux comédies efficaces avec un ton unique. J'avais jamais vu ça dans le cinéma français. C'est en fait des parodies de James Bond, avec un fond critique de la société française qui est assez bluffant. Il y a une association d'un travail de respect assez impressionnant du style visuel et narratif des James Bond. On retrouve par exemple les fondus au noir, le balayage image, les souvenirs introduits par un flou aquatique, la musique orchestrale avec une présence affirmée des trompettes avec un style jazzy, l'utilisation de la nuit américaine, c'est-à-dire on tourne les personnes de nuit et on met une sorte de filtre bleu devant l'écran. La qualité d'image un peu pelliculée comme ça, qui est visible à l'image, un petit peu moirée, qui donne des couleurs chaudes, comme ça, et un peu, j'ai envie de dire, un peu légèrement floutée. On a les effets de qualité de pellicule qui sont visibles à l'écran aussi. Et puis après, on a aussi des ressorts scénaristiques qui sont ceux de l'époque, des James Bond, mais des films d'espionnage de l'époque, c'est-à-dire les trahisons improbables, l'espionnage en costume de soirée, les James Bond girls, etc. etc. Et il y a donc un véritable respect de la source James Bond, et notamment des James Bond de l'époque de Sean Connery, surtout. Quoique dans le deuxième, on retrouve un petit peu de Roger Moore, mais je trouve que ça reste quand même vraiment très Sean Connery-esque, tout ça. Dans les deux OSS 117, il y a vraiment un travail de respect du style de ces films et de leur époque qui sont copiés avec beaucoup de respect et beaucoup d'humour, évidemment, tout en étant aussi vraiment grinçant de manière efficace, notamment sur les travers de cette époque-là, pour bien sûr agir par miroir sur notre époque, sur le fait que sur certains points on a évolué, mais pas forcément, et puis sur d'autres on n'a pas évolué du tout. C'est impressionnant dans les vieux films, comme la question de la misogynie est très bien utilisée, très bien questionnée, très bien pointée du doigt, la misogynie des années 50, 60, et dans le dernier, la misogynie des années 70. On voit aussi les dérives et le regard, qu'on peut avoir aujourd'hui très terrible quand on se retourne avec un peu on va dire de sobriété sur la politique des pays riches de cette époque-là. Dans Rio ne répond plus, on a des répliques notamment autour de la politique française qui sont juste étrangères, qui sont juste terrifiantes. Il y a le racisme évidemment, l'antisémitisme, les clichés xénophobes, etc. Et il faut ajouter à cela, ou plutôt à travers tout cela, la performance jouissive de Jean Dujardin, qui mimique Sean Connery, vraiment avec un talent assez dingue, tout en se le faisant vraiment sien, puisqu'il transforme son personnage en une sorte de James Bond enfantin, misogyne, viriliste, mais qui manque pas en même temps cette petite note de charme qui rend le personnage malgré tout, je dirais, attachant, parce qu'il est d'une bêtise confondante aussi. C'est selon moi d'ailleurs son plus grand rôle. Il a créé quelque chose avec ce personnage-là, en même temps le film lui renvoie bien, il y a un rapport entre visiblement lui et Michel Hazanavicius dans la réalisation et dans la création de ce personnage-là qui a complètement fonctionné. Donc ces deux éléments ensemble, cette adaptation à l'époque, ce travail d'ironie et la performance de Jean Dujardin,
se bonifient vraiment l'un l'autre. C'est des films que je trouve de grande qualité dans le cinéma français, hein. Enfin, même dans le cinéma en général. C'est des parodies respectueuses qui en même temps ont créé leur propre style. Il y a vraiment maintenant un style OSS 117 que je ne retrouve nulle part autre. C'est assez unique. Et honnêtement, je trouve que c'est impressionnant ce que Michel Hazanavicius a réussi dans ces deux films-là avec son équipe. Il a créé un type de film de mon point de vue. Je fais une toute petite parenthèse, on peut retrouver vraiment dans son style un ton par moment que je qualifierais presque de camelotesque. C'est-à-dire, j'évoque la série d'Alexandre Astier, mais c'est des formes tellement différentes et comme en plus Alexandre Astier n'est jamais vraiment allé vers le cinéma, je dirais plus que c'est dans une forme d'humour un petit peu théâtral, on va dire du plan fixe, qui par moments fonctionne très bien dans les échanges de dialogue et tout ça. Je reconnais des choses et un peu un certain type d'idée, mais je peux pas faire plus de rapprochement que ça, c'est juste une intuition, parce qu'en fait les formes sont trop différentes et que Astier n'a pas encore réalisé des films autour de Kaamelott, ce qu'il va peut-être faire prochainement, et là, je serais pas surpris qu'il y ait un rapprochement à faire. On verra, c'est pas sûr du tout, c'est juste une intuition. Bref. Il a fait ensuite un film qui s'appelle The Artist, qui est un hommage, donc encore une fois, puisque les OSS 117 sont évidemment des hommages. Donc The Artist est un hommage très réussi au film noir, au film noir et blanc, excusez-moi, et muet. Faut m'excuser si j'ai un petit peu la gorge prise, je suis malade, donc j'espère que ça s'entendra pas trop et que ça vous dérangera pas trop à l'écoute. C'est une nouvelle collaboration The Artist avec Jean Dujardin, et c'est un film qui a été multi-récompensé, à juste titre. C'est un film très efficace et maîtrisé. Le seul bémol que je verrais personnellement, c'est que j'ai envie de dire, je mets de gros guillemets, mais ce n'est qu'un hommage. C'est un magnifique hommage. On s'y croirait. C'est un film muet noir et blanc avec un jeu d'acteurs exagéré, avec des transitions et des mises en scène d'époque. Encore une fois, il y a vraiment un souci du détail qui est assez impressionnant. Il y a peu de plans dans les séquences, il y a la technique des fondus, il y a même une séquence où le film est supposé d'être en muet, et d'un seul coup, il y a tout le monde a du son, une voix, une parole et ainsi de suite, sauf le personnage qui fait qui vit cette séquence, et c'est assez cauchemardesque, mais en même temps, ça ne déroge pas au style de film de l'époque, et c'est une très belle manière dans cette séquence de nous rappeler à quel point ce style-là a aussi son efficacité sur certaines séquences, sur certaines narrations. Et rien que pour ça, le film est un hommage superbe et éminemment respectable. Mais du coup, quand je dis que ce n'est qu'un hommage, je mets vraiment de gros guillemets quand je dis ça, parce que c'est vraiment un très bon film, The Artist. Je l'aime peut-être pas des masses, moi, vous avez pu l'entendre déjà, mais je considère que c'est vraiment un sacré film. Seulement, comme c'est un hommage au film muet et qu'il en respecte absolument toutes les qualités, il en a aussi les défauts. C'est-à-dire qu'on sent maintenant quand même quand la mise en scène est maniérée. Je pense que le public moyen sent les effets de style qui à l'époque passaient, qui étaient vus comme non pas des effets de style, mais simplement une manière de raconter, qui était celle de l'époque, et qui maintenant vraiment a vieilli 50, 60, 70 ans plus tard, avec comment dire, ce côté maniéré de la mise en scène. Il y a une impression de lourdeur parfois dans le jeu des acteurs, parce que c'est difficile de modérer ça, et aussi dans les effets de style, tout simplement. Et du coup, au final, on a une histoire d'époque aussi. C'est-à-dire que pour vous faire le pitch, c'est un acteur qui perd son succès pour apprendre l'humilité, entre guillemets, et retrouver le succès. C'est pas... Sur le fond, c'est pas transcendant. C'est un petit peu le truc qui m'a déçu quand je suis sorti de The Artist, c'est que je m'attendais à ce qu'à un moment donné, le film explose vers quelque chose d'inattendu. Sachant qu'en plus, je trouvais que dans le OSS 117, que ce soit le premier ou le deuxième, les fins avaient à chaque fois un élément que je trouvais particulièrement original et bien senti. Du coup, The Artist m'a laissé un peu une impression d'être assez lambda, mine de rien, comme histoire. Un superbe hommage, un magnifique hommage même. Je pense qu'il y a plein de réalisateurs américains qui auraient aimé faire un hommage aussi réussi au film noir et blanc américain. Mais il a pas réussi à transcender son sujet, il me semble.
Mais encore une fois, c'est une réussite totale, hein, selon moi. C'est vraiment un très grand film, hein. D'ailleurs, je vous conseille, je fais une petite parenthèse, je la mettrai aussi dans les liens, de voir la rétrospective de Durandal sur le travail de Hazanavicius, qui pointe, notamment dans cette rétrospective, mais je vous conseille de la voir, hein. De toute façon, le travail de Durandal est un travail à connaître. C'est un mec absolument passionnant. Et il pointe le manque de jusqu'au-boutisme d'Hazanavicius et comme un défaut récurrent. C'est vraiment une analyse pointue et intéressante, hein. J'ai pas tout compris parce que techniquement Durandal est bien plus fort que moi, vraiment vraiment. Il pointe notamment le fait qu'il y a toujours des défauts techniques quand il adapte. Dans les OSS 117, il y a des effets par exemple qui sont pas ceux qui manquent dans l'adaptation qu'il a fait du style James Bondesque de Sean Connery par exemple. Je crois que c'est une question de format d'image. Et il a un problème similaire, je crois, dans The Artist, où il va pas complètement jusqu'au bout au niveau du son, je crois, et de l'image. Je suis plus certain d'exactement pourquoi. Je vous mets simplement le lien dans la description. Et je vous conseille d'aller voir, c'est absolument intéressant. Si vous aimez le travail de Michel Hazanavicius et que vous voulez voir une analyse réellement complète de sa filmographie et très poussée, eh ben, je vous conseille de voir cette vidéo de Durandal, entre autres, mais évidemment, regardez toutes les vidéos d'analyse de Durandal, d'explications techniques, elles sont particulièrement pointues et intéressantes. Et donc, The Search. The Search est un remake d'un film de 1948 qui avait été rebaptisé en France Les Anges Marqués, et qui a été réalisé par Fred Zinnerman. Alors, on va encore une fois pouvoir critiquer mon manque de culture cinématographique, mais bon voilà, j'ai pas vu ce film, j'ai juste cherché des infos dessus. Grosso modo, c'est un film qui a eu un Oscar du meilleur scénario adapté, et 3 Golden Globes. Donc on peut partir du principe que le matériau de base, notamment parce que c'était un prix du scénario, devait être vraiment costaud, solide. Le premier grand changement, c'est que Hazanavicius a choisi de transposer l'histoire originale qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la Tchétchénie de 1999. C'est un choix vraiment fort, hein, parce qu'il y a peu de films sur cette guerre, je trouve. Il y a toujours une sorte de crainte politique actuelle vis-à-vis de la Russie, je pense. Et du coup, il n'y a pas eu tant de films que ça à gros budget sur ce sujet. À moins que je me trompe, hein, vous pouvez me détromper. Mais je crois qu'il y avait eu un excellent téléfilm qui s'appelait Warrior, l'impossible mission. Je crois que ça se passe en Tchétchénie, où c'est pendant la guerre du Kosovo. Mais je crois que c'est pendant la guerre du Kosovo, je pense. Bon, je vérifierai, je vous mettrai à l'écran si c'est juste ou pas, qui traitait de ça super bien. Ouais, c'est un téléfilm anglais de 2 fois 1h30, je crois, ou de 2 fois 2h. Si vous avez l'occasion, Warrior, l'impossible mission. C'est très très beau. Je sais pas qui a réalisé, je le mettrai à l'écran. Enfin bref. C'est étonnant de la part des productions américaines, notamment, de ne pas avoir autant fait de films sur la guerre de Tchétchénie, qui avait fait beaucoup parler, qui a été une guerre d'extermination, on peut le dire, absolument terrible, notamment parce que les Américains digèrent leur histoire très très vite, hein. L'un des exemples que j'ai en tête là, c'est Zero Dark Thirty, mais bon, vous voyez tous les films qui ont eu sur le 11 septembre, depuis que le 11 septembre a eu lieu, ça allait très 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 vite. Ils ont cette capacité comme ça à digérer rapidement, culturellement, leur histoire proche. Dans l'espace de 4-5 ans, ils font déjà des films, des bouquins, enfin, ça va très 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 vite, hein. Et là, sur la guerre de Tchétchénie, il n'y a quasiment rien eu. Ça fait de The Search un film frondeur et respectable en ce sens. Parce qu'il y a une responsabilité politique de la Russie, notamment de Yeltsin et de Poutine, qui a affirmé clairement dans ce film concernant la Tchétchénie, et j'ai pas vu beaucoup de films dire ça aussi frontalement. Parce que c'est délicat politiquement, et je pense que c'est un film qui a pas dû être évident à monter en termes financiers, en gardant ce genre de propos au sein du film. En tout cas, rien que pour ça, je trouve que c'est déjà un film qui est vraiment respectable. Bref. Le pitch. Le film suit l'histoire croisée d'un petit garçon dont les parents sont tués et qui fuit avec son petit frère bébé avec lui. À la rue, il finit par rencontrer Bérénice Bejo, qui campe une attachée à la défense des droits de l'homme, notamment auprès de l'Europe, et qui décide, sans trop savoir pourquoi, de prendre soin de ce petit garçon. Et en parallèle, on suit un jeune de 18 ans, un jeune russe qui s'appelle Nikolai, qui est arrêté pour possession de drogue par la police russe, hein, mais dans le genre possession de drogue, c'est genre il avait juste un joint sur lui, et qui est puni grosso modo d'incorporation dans l'armée.
On suit son entraînement dans la rudesse, quoi, et la violence des camps de jeunes soldats. Et donc l'histoire croise ces deux histoires, Bérénice Bejo, l'enfant, et ce jeune soldat russe incorporé de force. Je fais juste une parenthèse, mais dans le film original, c'était un soldat qui trouvait un jeune juif et qui l'aidait à retrouver sa famille. Euh, c'est une impression personnelle, je n'ai pas vu le film original, mais j'aime l'idée de la version d'Azanavicius de se baser sur une guerre plus proche, avec des problématiques qui sont très différentes, et de réellement s'y confronter, et de pas trop respecter son sujet de son film de départ. Je pense que ça permet vraiment à The Surge de trouver son identité propre. J'ai pas vu le film original, mais je pense que si on croise les deux films, on verra pas tant de similarités que ça. C'est une impression, je ferme la parenthèse. Le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est que tout n'est pas au même niveau dans le film. Globalement, je dirais que c'est un film plutôt efficace. Il y a de vrais moments forts, avec des idées de mise en scène assez percutantes. Il y a des moments plus simples, mais malheureusement, dans ces moments plus simples, il y a aussi du mou qui se voit beaucoup plus, une détention dans la narration qui, je trouve, alourdit par moments vraiment le film. Et qui crée une impression globale de mollesse. Le début du film est vraiment fort, mais au final, c'est un film qui a souvent un fil émotionnel assez distendu. Par moments, la tension descend vraiment drastiquement, et du coup, c'est un film qui, par moments, peut vraiment paraître ennuyant, alors que son sujet, son traitement mérite mieux que ça, cette sensation-là. Mais il y a eu vraiment un souci, et j'y reviendrai plus tard, dans le tournage et dans le montage de ce film.